Bonsoir à tous et bienvenue. Je m'appelle Joe McBrearty et je suis le président directeur général des laboratoires nucléaires canadiens. Je vous remercie de prendre le temps de vous joindre à nous pour cette mise à jour communautaire. Ce webinaire est le genre de forum que nous espérons utiliser davantage à l'avenir afin de parler directement à nos communautés du travail incroyable que nous accomplissons ici au LNC, en particulier sur notre campus de Chalk River. Et je suis très heureux de voir qu'il y a tant de personnes qui profitent de cette occasion. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour souligner que nos activités ici à Chalk River se déroulent sur les territoires traditionnels non cédés du peuple algonquin. Et je voudrais également exprimer notre ferme engagement à participer activement au processus du Canada pour la guérison et la réconciliation. Nous avons décidé d'organiser ce webinaire parce qu'il se passe des choses vraiment importantes et passionnantes au laboratoire de Chalk River. Il y a une nouvelle vision pour l'avenir du campus, ce qui signifie de nouvelles installations et de nouveaux laboratoires, de nouveaux projets et de nouveaux programmes et de nouveaux emplois et de nouvelles occasions pour les entreprises locales. Nous voulons donc vous faire part de toutes ces bonnes nouvelles et avec nous, pour ce faire, nous avons M. Fred DeMarca, président et premier dirigeant d'EACL, et nous avons également le Dr. Jeff Griffin, vice-président des sciences et de la technologie au LNC, et Mme Megan Vickert, notre directrice générale des services de gestion des déchets, qui nous donneront plus d'informations sur certains des projets sur lesquels nous travaillons. Nous allons essayer de faire en sorte que nos exposés soient aussi courts que possible afin de laisser beaucoup de temps pour les questions. Nous voulons que ce webinaire soit aussi interactif que possible. Et nous avons également une courte vidéo à vous montrer qui, à notre avis, illustre bien l'avenir ambitieux auquel nous travaillons. Cela dit, je vais donner la parole à mon collègue, M. DeMarca, qui va donner le coup d'envoi avec quelques remarques au nom d'EACL. Fred. Merci, Joe, et bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous virtuellement. Comme Joe, je voudrais souligner notre engagement envers la guérison et la réconciliation, une responsabilité que je prends personnellement très au sérieux, tout comme l'ensemble du personnel de ACL. Pour de nombreuses personnes au Canada, l'histoire des Autochtones suscite la colère, la honte, la frustration et la tristesse. En pensant à la terre sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, où que nous soyons au Canada, nous avons l'occasion de réfléchir sur cette partie sombre de notre histoire, de réfléchir aux répercussions que cette histoire a encore aujourd'hui sur les personnes autochtones et de travailler ensemble pour construire un meilleur avenir. À Chalk River, où je me trouve, je reconnais que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Ils sont les gardiens traditionnels et je reconnais leur relation de longue date avec ce territoire. Je ferai des brèves remarques sur le rôle de ACL et sur nos priorités. En tant que société d'État fédéral, EACL est très engagé et aligné sur les priorités du gouvernement du Canada, tout comme le sont les laboratoires nucléaires canadiens. Le gouvernement s'est engagé clairement à prendre des mesures en faveur de la réconciliation, de notre santé, de notre bien-être collectif et du changement climatique. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la façon dont EACL et les LNC contribuent à cela. Mais je voudrais être bref parce que l'événement d'aujourd'hui vise à entendre les gens qui nous écoutent en ligne, la communauté, les intervenants et les peuples autochtones. Je vais donc me concentrer sur 3 points clés. Premièrement, le ACL d'aujourd'hui. Deuxièmement, notre travail pour faire progresser la science et l'innovation au Canada. Et troisièmement, ce que nous faisons pour être des gardiens responsables de l'environnement. EACL est d'abord et avant tout une organisation scientifique. Les laboratoires de Chalk River constituent le plus grand campus scientifique au Canada. Notre objectif est de stimuler l'innovation nucléaire, de créer un campus
de pointe sur le nucléaire et de nettoyer nos déchets historiques, nos déchets hérités. Au cours des 70 dernières années, le travail de ACL a eu un impact profond sur la vie des Canadiens, qu'il s'agisse de la façon dont nous alimentons nos maisons en électricité ou de la façon dont nous luttons contre le cancer. Aujourd'hui, nous remplissons notre mandat par le biais d'un modèle d'organisme gouvernemental exploité par un entrepreneur, le modèle OGE. En termes simples, les laboratoires nucléaires canadiens gèrent et exploitent nos sites à travers le Canada en notre nom. EACL demeure propriétaire des sites, de l'actif et du passif. Le rôle de EACL est de protéger les intérêts du Canada. Nous établissons les priorités et l'orientation et nous surveillons les résultats. Pour ce faire, nous avons mis en place une petite organisation fondée sur des experts. En tant que société d'État fédérale, société de la Couronne, nous recevons des fonds du gouvernement du Canada. Depuis la restructuration de ACL en 2015, nous avons reçu à chaque année 1 milliard de dollars en crédit parlementaire et le financement de cet exercice financier s'élève à plus de 1,2 milliard de dollars. Cela démontre un engagement clair du gouvernement envers EACL et l'importance de notre science et de notre technologie et de nos mandats d'assainissement de l'environnement. Du côté de la science et de l'innovation, les capacités de Chalk River sont très importantes pour répondre aux besoins du gouvernement fédéral et du secteur de l'industrie. Nous travaillons avec de nombreux ministères et organismes fédéraux pour identifier les travaux et les projets qui répondent aux besoins et aux responsabilités du gouvernement et pour superviser la réalisation des travaux en veillant à ce qu'ils apportent de la valeur aux Canadiens. Il s'agit d'un travail important dans les domaines de l'énergie, de la santé, de la sécurité et de la sûreté. Grâce au travail scientifique mené à Chalk River, nous aidons les ministères fédéraux à élaborer des programmes, des politiques et des règlements. Il y a des travaux passionnants qui sont effectués sur l'énergie propre et sur les petits réacteurs modulaires et l'hydrogène, par exemple. Des recherches prometteuses sont également menées sur la prochaine génération de traitements contre le cancer, dont les LNC vous parleront plus en détail dans un moment. Nous investissons massivement pour renouveler les infrastructures de soutien à la science et au site des laboratoires de Chalk River, 1,2 milliard de dollars sur 10 ans. Depuis 2016, de nombreux nouveaux bâtiments ont été mis en service et nous avons travaillé à renouveler l'infrastructure de soutien du site. L'autre volet important de notre mandat concerne la gérance environnementale. Les laboratoires de Chalk River ont plus de 70 ans et la majorité du campus de Chalk River reste intacte, mais certaines zones ont été contaminées à des degrés divers, comme d'autres anciennes installations de recherche nucléaire. Nous avons des bâtiments contaminés et des zones où le sol et les eaux souterraines ont été touchés par les opérations et les pratiques historiques de stockage des décès. Nous avons la responsabilité d'assainir la terre contaminée et déclasser les bâtiments contaminés. Mais nous avons besoin de quelque part d'un endroit pour mettre les matériaux contaminés. L'avenir du site passe donc par l'assainissement à grande échelle des terres contaminées et la gestion responsable de nos déchets. Je vais conclure ici et laisser Joe fournir plus d'informations sur sa vision, sur la vision du site. Je tiens à souligner que notre rôle est de promouvoir l'innovation et de construire un campus moderne où les principaux experts nucléaires du Canada disposent des installations et des ressources dont ils ont besoin pour s'attaquer aux problèmes les plus difficiles du pays. Ce brillant avenir pour Chalk River signifie également que nous devons prendre des mesures dès maintenant pour protéger l'environnement et nous occuper de nos responsabilités héritées. Nous sommes pleinement engagés à collaborer avec le public canadien et les peuples autochtones de manière ouverte et coopérative pour y parvenir. Je suis particulièrement intéressé à discuter de nos plans ce soir, ainsi que dans les mois et les années à venir. Thank you. Merci. Thank you. Miigwech. Joe, à vous.
Merci beaucoup, Fred, pour ces remarques. Comme je l'ai dit plus tôt, il s'agit d'une période passionnante dans l'histoire des LNC, mais aussi et surtout dans celle de notre campus de Chalk River. Au fil des années, le laboratoire de Chalk River a connu des réalisations incroyables. Et si vous avez vécu ici dans les années 1970, 80 et 90, vous vous souviendrez probablement des grandes percées qui se sont produites ici. Les centrales construites dans le monde entier, les isotopes médicaux pour diagnostiquer et combattre le cancer, recherche récompensée par un prix Nobel. Ce sont des travaux qui ont changé le monde. EACL et les LNC sont très fiers de cette histoire. Et ce que nous faisons maintenant est conçu pour bâtir sur cet héritage. Je crois qu'il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir. Et pour ce faire, nous avons établi 3 priorités stratégiques. Premièrement, restaurer et protéger l'environnement. Deuxièmement, élaborer des technologies d'énergie propre pour aujourd'hui et demain. Et enfin, contribuer à la santé de la population canadienne. Parmi ces priorités, notre mission première au LNC est de protéger et restaurer l'environnement. L'historique auquel j'ai fait allusion a apporté un immense succès au Canada et à Chalk River, mais il a également engendré des déchets nucléaires qui doivent être nettoyés sur tous nos sites, y compris les sols contaminés et les anciens bâtiments. Ces matériaux sont gérés de façon sécuritaire à court terme, mais il faut des solutions permanentes. En 2015, nous avons commencé le nettoyage du campus de Chalk River, qui englobe une variété de déchets nucléaires, dont près de 200 structures, certaines remontant aux années 1940. Aujourd'hui, je suis très fier de dire que 105 de ces structures ont été assainies en toute sécurité. Où iront les déchets? Eh bien, ça, en soi, c'est une autre de nos responsabilités, élaborer et mettre en œuvre des solutions pour ces matériaux qui puissent résister à l'épreuve du temps. Des solutions qui protègent nos travailleurs, le public et notre précieux environnement. La majorité des déchets radioactifs du site sont connus sous le nom de déchets radioactifs de faible activité, qui contiennent principalement de la radioactivité à courte durée de vie. Et nous avons proposé une solution pour ces matériaux, connue sous le nom d'installation de gestion des déchets près de la surface. Dans quelques minutes, Megan vous informera de l'état d'avancement du projet d'installation de gestion des déchets près de la surface. Mais en termes généraux, nous considérons que ce projet représente la meilleure méthode pour isoler ces matériaux, réduire les risques et, plus important encore, protéger le milieu environnant. Les déchets de moyenne activité subiront un traitement rigoureux pour en réduire le volume avant d'être stockés en toute sécurité à long terme dans une nouvelle installation moderne que nous construirons. Et comme pour les déchets de haute activité qui comprennent le combustible nucléaire usé, nous avons l'intention de transporter la quasi-totalité de ces matières hors du site vers la Société de gestion des déchets nucléaires qui construira un dépôt géologique en profondeur au Canada pour éliminer les déchets. Le nettoyage de ces matériaux nous permet de positionner le campus pour l'avenir, de remettre nos terres dans leur état normal, d'améliorer l'accessibilité au site et d'assurer la sécurité de l'environnement, de notre personnel et du public. Globalement, nous prévoyons que tous ces déchets hérités seront nettoyés et traités en toute sécurité d'ici 2070. Ça peut sembler très loin, très long, mais il s'agit d'un travail minutieux. Et nous devons nous assurer de garantir à chaque étape la sécurité de notre personnel et des communautés. En plus d'offrir des possibilités économiques à notre région, ces projets permettront au LNC d'être concurrentiels pour de nombreux projets d'assainissement et de déclassement qui devraient avoir lieu ici au Canada dans les décennies à venir et même à l'étranger. Pendant que ces activités d'assainissement sont en cours, le campus est déjà transformé par la construction de nouveaux bâtiments et d'installations de recherche, de nouveaux laboratoires de sciences des matériaux, sur l'hydrogène et sur le tritium ont déjà été construits. Ils sont en activité. Ils fournissent au Canada les capacités technologiques nécessaires pour explorer les possibilités d'énergie propre.
ici au Canada. À cela s'ajoute la construction de nouveaux bâtiments d'entrée et de soutien qui viennent tous deux d'ouvrir, ainsi qu'un nouveau centre de collaboration scientifique qui doit entrer en service l'année prochaine. Cette année, les LNC inaugureront le Centre de recherche avancée sur les matériaux nucléaires, ou CRAMN, qui fournira des installations nucléaires de pointe pour garantir que les réacteurs nucléaires actuels et futurs continuent de fonctionner en toute sécurité. Ce centre sera l'un des plus grands centres de recherche nucléaire jamais construits au Canada et il permettra de mener des recherches nucléaires pendant des décennies. Et cela m'amène à notre mission durable, la science et la technologie nucléaire. Aujourd'hui, de concert avec une entreprise connue sous le nom de Global First Power, les LNC travaillent à changer une fois de plus la façon dont le Canada alimente le pays en électricité grâce à son programme de petits réacteurs modulaires, les PRM. Ce travail vise à démontrer la sécurité et les avantages des PRM. Il a le potentiel de réduire la dépendance du Canada à l'égard des combustibles fossiles dans tout le pays, mais surtout dans les collectivités éloignées et du Nord et les sites miniers et même le secteur pétrolier et gazier. En attendant l'approbation réglementaire, nous prévoyons que ce PRM sera opérationnel d'ici la fin de la décennie. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que les LNC vont également examiner comment les PRM peuvent être intégrés à d'autres formes d'énergie propre, comme l'énergie éolienne, solaire et l'hydrogène. Et pour ce faire, nous prévoyons de créer ce que l'on appelle le parc de démonstration, d'innovation et de recherche en matière d'énergie propre, DIREP, selon l'acronyme. Ce parc DIREP permettra aux LNC de démontrer tout le potentiel que l'énergie nucléaire peut apporter à une communauté, la production d'électricité, l'utilisation du chauffage urbain pour les maisons ou les entreprises, ou même la chaleur industrielle pour l'exploitation minière ou la production d'hydrogène. Mais je pense que le travail le plus significatif que nous allons réaliser, c'est dans la radiobiologie. Nous voulons que le monde se tourne vers Chalk River pour la production d'isotopes médicaux qui sauvent des vies. Et cela commence par un isotope appelé actinium-225. C'est l'un des isotopes les plus rares sur Terre, mais il a le potentiel de permettre une nouvelle forme révolutionnaire de traitement du cancer. Ce traitement s'appelle la thérapie alpha ciblée. Les LNC proposent d'utiliser son campus de Chalk River pour y installer un cyclotron et d'autres installations qui produiraient cet isotope d'ici la fin des années 2020 et de poursuivre cette production à long terme. Voilà, ce n'est qu'un aperçu de tout le travail que nous accomplissons. Nous faisons progresser l'énergie de l'hydrogène pour décarboner le secteur des transports au Canada. Nous étudions les combustibles nucléaires avancés pour alimenter la prochaine génération de réacteurs nucléaires. Nous travaillons pour le développement de la technologie de fusion grâce à notre expertise en sciences du tritium et nous effectuons un travail essentiel à la sécurité nationale du Canada, de la cybersécurité à la criminalistique nucléaire, en passant par la sécurité des frontières. Dans un instant, Jeff Griffin vous en dira un peu plus sur tout ce travail où la science et la technologie se rencontrent. Et il est clair que l'avenir des LNC est prometteur et plein de possibilités. Et pour être direct, c'est une excellente nouvelle pour notre région. Cela signifie qu'il y aura beaucoup de travail sur ce campus pour les décennies à venir et que les LNC continueront de stimuler la croissance économique dans notre région. Et cela signifie qu'il y aura de nombreux débouchés commerciaux dont pourront profiter les fournisseurs locaux qualifiés. Et pour conclure, je voudrais dire que en poursuivant cet avenir, nous voulons et devons avoir votre avis. Nous voulons entendre, écouter et comprendre vos besoins, vos questions, vos préoccupations et vos suggestions. Notre travail est renforcé par un engagement significatif avec le public et les communautés autochtones locales. Nous avons tous une chose en commun, c'est que nous vivons tous ici dans la vallée de l'Outaouais. J'espère donc que vous continuerez à participer à ces engagements et à ces événements et que vous nous aiderez à bâtir un avenir meilleur pour le bénéfice de tous. Je vous remercie de votre participation. Nous allons voir maintenant une brève vidéo et ensuite nous entendrons Megan et Jeff avant de... Imagine a world without cancer,
A world without climate change. Imagine a world of infinite possibilities, where we've learned how to harness the power of the sun and eliminate global energy poverty by electrifying the planet with clean and abundant power. Imagine a state-of-the-art research campus where the world's top scientists collaborate with academia and industry, fostering innovation and competition to drive the economy of tomorrow. And imagine industry partners bringing their toughest challenges to CNL. At Canadian Nuclear Laboratories, this is our vision, and we get up every day to do what it takes to make this vision a reality. Imagine the cleanup of legacy facilities and contaminated soils, safely remediated and contained using the latest techniques, and a sustainable plan to deal with future waste. In 2015, Canadian Nuclear Laboratories began executing on a waste management plan that is connected to our infrastructure renewal, and a renewal plan that will enable us to carry out our mission over the next 50 years. Building on the legacy of those who came before us, we're writing the story of the future, one of renewed optimism, true partnerships with Indigenous communities, and a vision of hope, science, and prosperity that benefits all. Welcome to the new CNL. CNL is the manager and operator of the Chalk River Laboratories, owned by Atomic Energy of Canada Limited. Situated in the Ottawa Valley on the unceded territories of the Algonquin peoples, the site is home to some of the world's most talented nuclear scientists and researchers. Early on, we initiated an environmental remediation program to accelerate the cleanup of historic waste at the Chalk River campus. We've already accomplished so much, including decommissioning old and outdated buildings, research facilities, and infrastructure. We've also safely demolished over 100 structures at the campus, remediated contaminated soils, and made great strides in retrieving and recovering legacy waste. Looking ahead, CNL will modernize how we safely store waste until final disposal. High-level waste, which is currently in safe storage at multiple AECL sites, will be retrieved and eventually moved off-site to a disposal location selected by the Nuclear Waste Management Organization. And the proposed near-surface disposal facility, an engineered containment mound designed to safely hold 1 million cubic meters of AECL's low-level waste, will round out our integrated waste strategy. Through this work, we are reducing risk to people and the environment while setting the stage for the promising future that lies ahead. Now, imagine a new, modern, 21st century campus. The Advanced Nuclear Materials Research Center, the ANMRC, will revolutionize the way we conduct nuclear science. A science collaboration center constructed of Canadian-sourced laminated wood timber, a new logistics building, and a new support facility. And that's not all. The Hydrogen Laboratory, the Tritium Research Facility, and the New Materials Research Laboratory, the Harriet Brooks Building, have all recently come online. This transformation of the Chalk River site is made possible by a $1.2 billion infrastructure investment by AECL. This process of renewal is driven by sustainable solutions, water and energy efficiency, advanced materials, Canadian-sourced mass timber construction, all combining to significantly reduce CNL's carbon footprint and contribute to a greener world. Now imagine the entire Chalk River campus powered by an SMR, a small modular reactor, demonstrating the many benefits of this versatile, clean technology.
Imagine a modern and sustainable campus with the best and the brightest minds from Canada and around the world, fostering a highly collaborative and exciting scientific environment. CNL will lead Canada's efforts towards a net zero carbon future, supporting the CANDU fleet now and into the future. Next-generation nuclear reactors and fuels and advanced fuel fabrication will be enabled by the Advanced Nuclear Materials Research Centre, and we will remain a government partner to ensure a safe and secure world, leveraging science to improve border security, counterterrorism, and non-proliferation. Now imagine by 2030, SMRs producing clean and reliable power for remote and northern communities because a prototype was demonstrated at a CNL-managed site. Imagine hydrogen science leading clean transport fuels, and tritium science enabling humanity to harness fusion, the power of the sun. And imagine a clean energy demonstration park to show the world how all of these forms of energy, wind, solar, nuclear, and hydrogen, can work together to achieve a net zero world. And now, imagine a world without cancer. Targeted alpha therapy and actinium-225 research is well underway. Our work in this area enables CNL and others around the world to carry out the critical trials and research needed to move this promising medicine into a real possibility. New investments into production capabilities will bring hope to patients around the globe. We have the ingenuity, and with the right partners, we will execute on our mission. Restoring our environment by safely addressing the Government of Canada's legacy waste. Discovering new, clean energy and joining the fight against cancer. This is our purpose. This is Vision 2030. And the new, revitalized Chalk River Laboratories is where it starts, and where science will help us solve some of the most pressing issues of today and tomorrow. Canada is in great hands with AECL and CNL at Chalk River. The future begins today. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous considérons qu'elle montre vraiment les projets ambitieux sur lesquels nous travaillons et j'espère qu'elle vous fournit un bon aperçu de ce que nous voulons faire. Je vais donner la parole à Megan Vickard, directrice générale des services de gestion des déchets, qui va nous parler de notre projet de stockage des déchets en couche géologique profonde. Merci, Joe, et bonjour à tous. Je m'appelle Megan Vickard. Je suis directrice générale pour les services des déchets ici à Chalk River. Je suis très heureuse d'être ici et de vous fournir une mise à jour sur la gestion des déchets. Nous avons donc décidé de construire sur ce site un site de gestion des déchets pour l'élimination des déchets à faible activité. Comme ça a été mentionné, donc c'est une des solutions pour la gestion des déchets. Depuis 2017, le projet a été revu par la CCSN et a fait l'objet d'un impact environnemental. Tous les documents ont été élaborés. C'était une étape importante. Et puis, nous avons envoyé également des documents d'information pour inviter le public à participer à des audiences. La première aura lieu le 22 février et puis ensuite la deuxième partie aura lieu du 31
mai. Et vous aurez donc la possibilité d'intervenir en tant que peuple autochtone, en tant qu'intervenant et public. Si la demande de ACL est approuvée par la CCSN, nous pourrons commencer la construction. Et la rivière des Outaouais est une partie importante là où nous travaillons. Et nous avons donc un intérêt à ce que cette rivière reste en sécurité et propre. Nous avons l'intention de protéger cette rivière et donc l'installation de gestion des déchets utilise des technologies éprouvées et nous avons déjà travaillé sur ces différentes missions. Nous avons un personnel excellent et je considère que nous sommes très bien équipés pour la construction de cette installation de gestion des déchets. Nous avons fait le travail nécessaire pour protéger le public et l'environnement à chaque étape pour cette installation. Ça, c'est un message clé que nous avons communiqué à toutes les étapes de notre proposition. Nous avons mobilisé le public et les peuples autochtones sur ce projet, et ce depuis 6 ans. Il y a eu beaucoup d'occasions de participer. Et pour ce qui est des communautés autochtones et organisations autochtones, les LNC apportent leur soutien pour leur participation au processus d'évaluation environnementale par le biais d'ententes de coopération, de manière à ce qu'ils puissent participer à chaque étape du projet. Et le webinaire d'aujourd'hui est une autre occasion pour poser des questions et pour avoir les informations de la part des LNC. Alors, pourquoi est-ce que nous devrions dire oui à cette installation de stockage en profondeur? Parce qu'il s'agit de traiter un problème et la recherche nous a permis de faire avancer la technologie nucléaire et nous pouvons ainsi améliorer la protection de la rivière des Outaouais. Il s'agit maintenant de participer au processus et d'exprimer votre soutien. Vous pouvez contacter le service des communications des LNC. Notre personnel vous donnera toute l'information nécessaire et vous êtes tous encouragés à aller sur notre page web sur le site des LNC pour avoir toute l'information. Vous pouvez suivre les LNC sur les médias sociaux pour avoir les mises à jour sur ce processus. Merci. Merci, Megan, pour toutes ces informations. Nous allons avoir le Dr. Jeff Griffin, qui est notre vice-président des sciences et de la technologie, qui va nous donner plus d'informations sur notre programme de sciences et technologie. Jeff, vous avez la parole. Merci et bonjour à tous. Je m'appelle Jeff Griffin et je suis très heureux d'être ici. Je suis vice-président des sciences et technologies, et ce depuis 2 ans. Alors, sur cette mise à jour, je voudrais parler du côté scientifique de l'organisation. La science nucléaire a amené à l'établissement du laboratoire de Chalk River dans les années 40 et il continue maintenant avec le travail sur les PRM, par exemple. Et comme Joe l'a dit, le rôle des LNC est de stimuler l'innovation et c'est une manière de voir ce que sont les LNC. Nous résolvons les problèmes, nous créons des concepts, des idées pour qu'ils soient déployés pour résoudre les problèmes du Canada, dans les intérêts du Canada. Nous le faisons par le biais de partenariats et de collaborations avec le gouvernement, l'industrie, les universités et d'autres laboratoires internationaux pour permettre le déploiement de ces solutions et idées novatrices. Et c'est là que réside l'avenir durable des LNC, de vraiment trouver des solutions aux problèmes de ce monde. Je peux vous donner des exemples de ce que nous faisons à cet égard. Premièrement, la vision est de servir le monde pour la recherche sur les petits réacteurs modulaires. Nous avons une unité de PRM d'ailleurs construite sur le site, comme Joe l'a mentionné. Et en 2018, les LNC ont lancé une invitation, un appel à proposition, et les fournisseurs de PRM ont pu bénéficier de notre programme de recherche ici à LNC. Ils ont eu accès à l'expertise des LNC pour réduire les risques financiers et technologiques pour ces fournisseurs. Nous avons maintenant 4 fournisseurs technologiques qui sont à différentes étapes, en particulier Global First Power, GFP, qui a commencé pour demander des permis pour avoir un
micro-réacteurs modulaires de 5 mégawatts. Et je vous encourage à rendre visite ou à visiter leur site web. Un autre exemple, ici du côté des sciences de la santé, nous avons signé un protocole d'entente avec ITM, qui est un grand acteur de l'industrie pharmaceutique, pour travailler sur l'actinium-225, qui est un isotope qui pourrait être utilisé pour le traitement de cancer. Et étant donné qu'il pourrait traiter plusieurs types de cancers, son utilisation va connaître une croissance. Et la production d'actinium est assez basse pour le moment, mais au cours des prochaines décennies, il devrait être multiplié par 100, ce qui représente beaucoup d'opportunités. Il y a très peu d'organisations qui ont la possibilité d'exploiter cela et les LNC sont là pour le faire, pour relever ce défi. Aujourd'hui, nous produisons des petites quantités d'actinium-225 par le biais de notre générateur et pour des volumes de production plus élevés, nous aurons besoin d'une aide. Et notre vision est une construction d'une installation d'accélérateur pour y arriver. Et les laboratoires de Chalk River ont 70 ans d'expérience dans la production d'isotopes et ces capacités alliées aux capacités de ITM, qui est un acteur important donc, pour l'utilisation de ces produits pharmaceutiques, va permettre de commercialiser des thérapies alpha ciblées. Donc voilà pour les deux exemples clés pour montrer le rôle important que les LNC jouent. Et nous sommes toujours là pour aller de l'avant et proposer des solutions. Alors, nous allons avoir beaucoup de temps pour répondre aux questions. N'hésitez pas à les envoyer. Merci, Jeff. Et c'est tout pour nous. Nous aimerions vous entendre maintenant. Si vous avez des questions, soit pour les LNC ou pour EACL, vous pouvez les taper sur votre écran et les soumettre. Et Philippe Campus, notre directeur de la communication d'entreprise, animera cette séance de questions et réponses. Donc, je vais lui donner la parole maintenant. Merci. Alors, nous recevons justement des questions. La première s'adressera à nos experts car elle concerne les petits réacteurs modulaires. Une petite mise à jour sur la situation à Chalk River pour les petits réacteurs modulaires et ensuite OPG a récemment fait des annonces par rapport à Darlington. Quelles seront les conséquences? Merci, Phil. Alors, comme vous disiez, je suis Steve Bushby, vice-président par intérim sciences et technologies pour EACL. Alors, je commence par répondre à la première question des décisions par rapport à OPG. Alors, le meilleur endroit où commencer commence en 2018, moment où on a commencé à parler de petits réacteurs modulaires au Canada. On a créé un plan d'action ou un itinéraire pour la production des PRM. Et donc, on a réuni toutes sortes d'usagers finaux et pendant une série de réunions s'échelonnant sur quasi toute une année, les usagers finaux se sont concentrés sur 3 volets où les PRM pourraient être utilisés. Alors, à l'échelle de la grille électrique et le réseau d'électricité, ensuite pour l'industrie lourde et enfin pour les applications de petite taille. Alors, avec ces 3 volets, lorsqu'il a été question de la décision prise par OPG, bon, OPG vient d'annoncer ce qu'elle fera de Darlington et félicitations, je sais qu'il s'est fait beaucoup de travail acharné de ce côté, mais ce qui a été annoncé pour OPG concerne une installation de taille réseau. Pour Chalk River, il est plutôt question d'un micro-réacteur. Alors, de ce point de vue, il n'y a pas vraiment de concurrence. Le projet PRM Global First, comme d'autres, pourront se dérouler en complément de ce que nous faisons, car nos laboratoires permettent de travailler avec OPG et d'autres qui souhaitent créer des réacteurs de taille réseau au site de Darlington. S'agissant de GNP, je pense qu'on devrait plutôt céder la parole à Jeff. Oui, merci. Alors, avant justement d'en parler, permettez-moi de revenir à ce que vous disiez concernant Darlington. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez.
Je pense que, comme vous le disiez justement, il s'agit d'un réacteur de taille réseau et nous cherchons plutôt à produire des réacteurs de plus petite taille. Et donc, permettez-moi d'évoquer le fait que du point de vue des LNC, on ne parle pas que d'un réacteur, c'est-à-dire qu'on veut montrer la viabilité commerciale des petits réacteurs modulaires de toute taille afin de nous conformer aux orientations gouvernementales pour être reconnus comme un agent de contribution à la stabilité énergétique et nucléaire du Canada pour aujourd'hui comme pour l'avenir, quel que soit le type de petit réacteur modulaire déployé ou utilisé. Essentiellement, cela ne change rien pour nous. D'ailleurs, c'est précisément ce que l'on souhaite constater et cela fera l'objet de pourparlers à l'avenir. Alors, pour revenir à la question concernant GFP, comme je le disais un peu plus tôt, GFP a amorcé ces demandes auprès de l'organe de réglementation concernant Chalk River. Et donc, nous faisons tout en notre possible pour les aider dans le cadre de leur demande de licence. Je ne me sens pas en mesure de parler de l'évolution du dossier car ce n'est pas nous qui en avons la charge. Merci. Alors, la prochaine question concerne les installations de stockage en profondeur. Quels sont les avantages du site proposé actuellement? Megan? Merci. Voilà une question qu'on nous pose souvent, surtout lors des consultations publiques. Alors, nous avons fait une évaluation environnementale, comme je le disais, une évaluation fédérale qui nous a obligés à examiner des solutions de rechange dans un autre lieu. On estime que Chalk River est le site préférable pour les déchets à faible activité, car il était préférable de choisir un territoire qui est déjà possédé par la couronne et parce que le site de Chalk River est déjà en fonction et que 9 de nos déchets y sont déjà stockés. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Chalk River. La sélection du site nous a permis d'examiner 15 sites potentiels qui ont été examinés en fonction de critères obligatoires comme caractéristiques géologiques, superficie, espèces en péril. Et donc, d'après une série de critères, nous avons déterminé que ce site était préférable. 2 autres sites ont été étudiés et le site que nous avons choisi semble un peu plus près que les 2 autres sites proposés. Or, le site actuel a été choisi car il est sur un escarpement qui oblige l'eau de surface à ruisseler de manière plus désirable. Et donc, il faut davantage de temps pour que l'eau atteigne un cours d'eau. Évidemment, nous allons protéger le site contre toute fuite. Nous estimions que c'était tout de même une caractéristique importante. Le site actuel est également situé plus près des services de notre site et plus près du campus principal où beaucoup des produits de faible activité seront effectivement créés. Nous savions qu'en choisissant ce site, on minimiserait l'impact sur les espèces qui se trouvent sur notre site. Maintenant, s'agissant des désavantages, je dirais que le seul inconvénient, c'est que le site actuel a une taille limitée, donc cela limite l'expansion future. Il faut respecter les marécages qui l'entourent et également, nous devons le concevoir pour que la hauteur n'atteigne pas un niveau qui serait supérieur à ce que l'on voit depuis la rivière. Donc, cela signifie qu'il ne sera pas possible d'élargir le site énormément, mais cela signifie tout simplement que les LNC doivent le voir comme un actif prisé qu'il faut exploiter à au meilleur escient possible, à son plein potentiel. Si vous avez besoin davantage d'informations sur d'autres sites, tout cela se trouve sur le site du projet. Merci. Merci.
Alors, on a une autre question qui s'adresse à vous, Megan. Elle concerne le stockage des déchets de haute activité. Il y a quelques années, on a décidé de stocker des déchets dans des citernes. Quel est l'état des citernes à l'heure actuelle? Oui, alors dans les années 80, on a utilisé des cuves, des citernes pour stocker du combustible irradié. Et donc, nous faisons des examens réguliers de ces installations pour tâcher de trouver des fissures, des déformations dans le ciment. Et on fait aussi un examen géologique des installations qui comprend une examination en profondeur et aérienne. Cela nous permet de déterminer quelle est l'intégrité des structures qui contiennent le combustible irradié. Nous n'avons pas vu de lecture qui puisse mener à des préoccupations et nos rapports sont toujours publiés auprès de la CCSN. Donc, pour le moment, il ne semble pas y avoir de difficultés avec ces installations de stockage qu'on continue de surveiller de manière régulière. Merci, Megan. Les prochaines questions qui nous arrivent à toute allure sont les suivantes. La prochaine question s'adresse à M. DeMarker. On a posé des questions par rapport à un nouveau réacteur de recherche, une nouvelle installation sur les réacteurs de recherche à Chalk River. Merci beaucoup pour la question, Philippe. C'est une excellente question car on reconnaît le travail extraordinaire qui est fait depuis de longues décennies du côté des réacteurs de recherche que nous avons sur le site. Nous avons contribué énormément aux progrès technologiques nucléaires, dont les progrès associés au réacteur CANDU, la production d'isotopes médicaux et ainsi de suite. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de projet de création de nouveaux réacteurs. Cela dit, on envisage des possibilités et nous avons des mesures d'atténuation dans l'intérim, tandis qu'on examine les possibilités. Et je vais demander à Joe, justement, d'évoquer ces projets et ces possibilités. Merci, Fred. Je pense qu'il est important de reconnaître qu'il y a un écart de neutrons qui existe à l'heure actuelle au Canada depuis la fermeture du réacteur de production d'isotopes médicaux que vous connaissez. C'est un aspect très important de l'imagerie et de la science des matériaux pour déterminer les caractéristiques des matériaux, leur qualité, mais aussi du point de vue plus ésotérique de la science. C'est-à-dire que nous avons déjà amorcé de petites études pour déterminer quels sont les besoins éventuels ici au Canada pour l'irradiation à base de neutrons et les sources de neutrons et aussi déterminer, bon, il y a toutes sortes de formes de sciences de neutrons, d'activités de neutrons qui pourraient nous intéresser. Donc, les possibilités que nous avons à l'heure actuelle sont effectivement un nouveau réacteur à l'avenir ou alors d'autres possibilités où on pourrait être associé avec des partenaires dans un autre réacteur. Ce que je vous dirais, c'est que quelles que soient les sources de neutrons ici au Canada, il faut absolument que le site de Chalk River et que l'ANC participent, car nous avons l'expertise, nous avons les ingénieurs, les scientifiques, les techniciens, plus de 70 ans d'expérience, de sorte que le site de Chalk River et les LNC sont le choix idéal. Donc, je crois qu'il s'agit effectivement d'un sujet très intéressant qui exige très certainement plus de recherche pour déterminer quel est le moyen le plus efficace d'utiliser les fonds afin d'assurer les progrès de la recherche ici au Canada et ailleurs dans le monde dans ce domaine. Merci, Joe. Une autre question qui nous provient de la part de Sarah. Quelles sont les projections du point de vue commercial pour l'année ou les années à venir? Alors, lorsqu'on examine les possibilités commerciales les plus importantes, l'une d'entre elles a déjà été abordée ce soir, l'activité de l'actinium 225. Donc, de la même façon
que nous avons le programme Molly 99 et d'autres programmes antérieurs, nous estimons que l'actinium 225, qui est, je le rappelle, un traitement de lutte contre le cancer, du point de vue commercial, nous estimons que cela ferait des LNC du Canada un chef de file en matière de production et de mise en marché de ce traitement extraordinaire dont les patients ont véritablement besoin. Alors, c'est une possibilité fort intéressante. Par ailleurs, il existe une possibilité formidable à l'heure actuelle dans le paysage commercial qui concerne la traitation de l'eau lourde. Nous avons de l'eau lourde sur nos sites qui est considérée comme un déchet nucléaire. Alors, il se trouve qu'on doit l'assainir et nous avons reçu des fonds à cet effet. Or, si on peut produire une eau lourde qui n'est plus tritiée, nous aurons un produit, le D2O, qui a des caractéristiques physiques et chimiques très avantageuses pour bien des secteurs, dont l'industrie des semi-conducteurs, de l'électronique, mais aussi l'industrie pharmaceutique. Et nous estimons que ce genre d'activité ne fera que renforcer notre plan d'entreprise à l'avenir. Par ailleurs, je dirais que, étant donné que nous soutenons le parc Candu, depuis toujours, nous n'avons pas changé notre fusil d'épaule. Nous avons continué d'aider Bruce Power, tandis que Bruce Power cherche des solutions qui permettraient de reconduire la licence du réacteur actuel. Alors, si on pense à d'autres exploitants de réacteurs Candu, d'autres formes de réacteurs, et si on pense à réutiliser le combustible et d'autres matériaux, je pense que nous avons une excellente source de revenus potentiels à l'avenir. Alors, j'espère avoir répondu à votre question, mais je vais céder la parole à Fred, qui a sans doute un ou deux points supplémentaires à ajouter. Merci, Joe. Vous savez, c'est vraiment un moment très intéressant, surtout quand on pense à ce qu'évoquait Joe. Vous savez, les petits réacteurs modulaires eux-mêmes représentent une percée technologique à fort potentiel commercialisable. Et les LNC ont énormément de connaissances en matière de combustible, mais aussi d'autres matériaux. Et je pense qu'il s'agit là d'un débouché très intéressant pour les LNC à l'avenir. Jeff Griffin a peut-être quelque chose à ajouter également. Eh bien, cela couvre très certainement certains des grands éléments, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des possibilités du côté de l'hydrogène et l'économie de l'hydrogène, c'est-à-dire que nous faisons des études en ce sens. On cherche des technologies de stockage d'hydrogène ainsi qu'une production à grande échelle d'hydrogène pour faire des économies d'échelle. Mais sur ce, je cède la parole à Joe ou à Philippe. Alors, nous avons couvert, je pense, certaines possibilités commerciales très intéressantes et certaines possibilités de recherche fort intéressantes pour l'avenir. Et je crois que j'ai fait la démonstration, que nous avons fait la démonstration de ce qu'est la nouvelle entreprise, ce que sont les nouveaux LNC, non seulement la production de nouvelles sources de revenus qui puissent nous permettre d'investir encore davantage dans nos laboratoires et d'ainsi poursuivre la recherche, mais également de faire davantage de percées technologiques pour Chalk River, pour EACL et pour la population canadienne. Merci, Joe. Alors, toujours beaucoup de questions. Nous continuons. Jeff, la prochaine question s'adresse à vous. Programme de recherche sur les combustibles, ça fait des décennies qu'on s'y adonne. À quoi ressemble l'avenir pour la recherche en matière de combustible à Chalk River?
et d'autres progrès technologiques en vue pour les installations? Ah, écoutez, la question est très intéressante, mais peut-être un peu vaste, alors j'essaierai d'être assez précis. Oui, on fait des recherches depuis des décennies sur le combustible, sur les combustibles, entre autres, pour le secteur Candu. Et dans les années plus récentes, nous sommes concentrés de concert avec nos efforts du côté des petits réacteurs modulaires. Nous avons tout un pan de l'organisation qui se penche sur les petits réacteurs modulaires et la recherche en matière de combustible. Donc, nous cherchons des nouvelles techniques manufacturielles comme l'imprimerie 3D, enfin, toutes sortes de nouvelles technologies qui nous permettent d'utiliser des combustibles qui permettraient de rationaliser le processus de demande de licence en nous aidant à mieux comprendre quel est le processus par lequel le combustible devient effectivement irradié. Les installations sont un élément très important de cet aspect. Joe évoquait l'installation, le centre de recherche qui sera construit cette année et il s'agira d'une capacité importante. Enfin, nous avons la capacité actuellement dans des bâtiments qui prennent de l'âge et cette nouvelle installation, ce nouveau centre nous permettra, à mon avis, de faire des progrès du côté des combustibles irradiés ou des combustibles non encore irradiés. Cela nous permettra de faire des études, des essais sur ces combustibles pour mettre au point certains des autres éléments que j'abordais il y a un moment. De retour à vous. Merci, Jeff. Ensuite, prochaine question que nous adressons à Megan Vickers. Megan, quels sont les matériaux que vous utiliserez pour maintenir l'intégrité de vos systèmes? Eh bien, nous allons nous servir d'une technologie qui permet de limiter la précipitation. Donc, nous avons une couche en argile, une membrane géotextile et une couche de base qui a une double protection, deux doublures, si vous voulez. La première étant la première collecte de fuite et ensuite une solution de sauvegarde qui permet de récupérer toute fuite. Et leur durée de vie utile est de 500 ans, ce qui est nécessaire pour veiller à ce que le lixivia ne coule pas dans l'environnement. Nous avons fait des études pour veiller à ce que ces matériaux soient mis à l'épreuve afin de faire la démonstration qu'ils dureront effectivement 500 ans. Et ce que nous avons pu démontrer, c'est que c'est très encourageant. Nous sommes allés au-delà des attentes de 500 ans et nous attendons à ce que leur durée de vie utile soit plutôt de 2000 ans. De retour à vous, Phil. Bon, alors je crois qu'on ne m'entendait pas. Voilà. La question concerne l'effectif de travail. Que fait-on pour veiller à avoir les talents qu'il nous faut pour exécuter nos projets? Voilà une excellente question. Vous avez parlé de l'investissement dans l'infrastructure avec de milliards de dollars en investissement dans l'infrastructure. On n'a pas forcément beaucoup parlé de la main-d'œuvre. Depuis quelques années, nous avons examiné de très près notre effectif pour tâcher de préparer cet effectif à l'avenir. Et cet effectif de l'avenir sera sans doute un peu différent qu'aujourd'hui. Alors, nous avons mis au point ce qu'on appelle des initiatives habilitantes pour l'effectif. Une de ces initiatives est notre initiative de recrutement des talents. Ainsi,
Dans nos efforts de recrutement, nous tâchons de tenir compte des exigences de l'avenir. Nous savons, du point de vue de l'assainissement de l'environnement, qu'il faudra assainir ce site au cours des 40 à 50 prochaines années. Au fil du temps, les compétences dont nous aurons besoin vont forcément un peu évoluer. Il s'agit pour nous de veiller à ce que nos effectifs soient prêts à assumer les fonctions de l'avenir. Nous cherchons également, dans le cadre d'un projet pilote, tandis que nous devenons plus familiers avec la défense nationale, c'est-à-dire comment dire, il s'agit pour nous d'utiliser les installations dont on dispose et des connaissances dont on dispose pour assainir d'autres sites. Par ailleurs, lorsqu'on envisage l'actinium, les petits réacteurs modulaires, les combustibles évolués, dans certains cas, ceux-ci exigeront de nouvelles compétences. Et nous avons travaillé très étroitement avec nos experts en ressources humaines pour veiller à anticiper les compétences de l'avenir afin de respecter notre mission, non seulement au démarrage d'un projet, mais au fil de son évolution. Il pourrait s'agir du projet de l'actinium ou du projet de l'énergie verte ou des petits réacteurs modulaires ou autres. Et l'autre aspect qu'il ne faut pas perdre de vue est l'effort en matière d'équité, de diversité, d'inclusion. Il nous incombe à tous de veiller à être un effectif inclusif et de recruter à large échelle pour aller chercher les meilleurs talents. Mais il s'agit aussi pour nous de faire preuve d'ouverture d'esprit pour ne pas rater certains talents. Je pense que dans le passé, nous avons peut-être eu des lacunes en ce sens. Et je pense que nous avons devant nous une occasion en or. En épousant les principes d'EDI, nous pourrons attirer un groupe de personnes qui ne connaissent pas forcément le monde du nucléaire aujourd'hui et qui pourront faire partie de nos effectifs à l'avenir. Je pense qu'un environnement plus diversifié est intéressant car il diversifie les opinions et cela permet d'améliorer la planification et l'exécution des projets. Alors, j'estime que beaucoup des choses qu'on tâche de faire aujourd'hui sont un travail de tous les jours. Merci, Joe. La question est pour Christine Schroeder qui n'est pas dans la salle, mais la question concerne les estimations pour ce qui est des services de déclassement qui pourraient représenter 9 milliards de dollars dans les prochaines années. Comment est-ce que EACL et les LNC vont utiliser leur expertise pour vendre leurs services? Alors, merci pour cette question. Je m'appelle Christian Schroeder. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, nous avons à peu près 1300 personnes qui travaillent sur les projets d'assainissement et de déclassement. Donc, il s'agit d'un grand nombre de personnes qui accumulent beaucoup d'expertise et donc qui travaillent sur nos déchets déjà de ACL et à l'avenir, alors que nous aurons assaini nos sites, nous voudrons voir comment aider le reste de l'industrie, en particulier d'abord au Canada, où se trouve la plupart de notre personnel. Pickering va fermer au cours des 5 prochaines années et il y a la possibilité de déclassement et où les LNC peuvent contribuer.
mais nous pouvons nous tourner aussi vers des projets de déclassement à l'international. À l'heure actuelle, d'ailleurs, nous travaillons sur un projet en Allemagne avec l'expertise que nous avons au sein de notre entreprise. Donc, il y a beaucoup d'occasions et nous nous centrons d'abord sur nos sites, mais une fois qu'ils seront assainis, nous pourrons nous tourner vers des occasions pour ajouter à la valeur à l'industrie dans son ensemble. Merci, Christian. Alors, j'ai une question qui est liée, et puisque vous êtes encore là, vous pouvez y répondre. On dit que plus de 100 bâtiments ont été déjà déclassés. Qu'en est-il pour les autres sites? Alors, comme Joe l'a mentionné, il y a 105, même 106 bâtiments qui ont été déclassés et on se centre sur d'autres laboratoires, les laboratoires biologiques. Et nous avons lancé notre projet de déclassement NRX. Vous avez certainement vu des vidéos sur LinkedIn et Facebook, mais nous sommes en train de déterminer la nature du travail de déclassement et nous devrions terminer ce réacteur, le déclassement de ce réacteur dans 10-15 ans. Et puis le NRU qui a fermé en 2018 et nous sommes en train de travailler pour que l'installation soit dans un état de fermeture sécuritaire. Nous allons bientôt, dans quelques années, en fait, lancer le processus de déclassement, mais pour le moment, nous sommes en train de travailler à l'élaboration du processus. Merci. Question suivante pour Fred DeMarca de ACL concernant la mobilisation des peuples autochtones pendant l'élaboration des projets une fois qu'ils sont mis en œuvre. Merci, c'est une très bonne question. Et comme je l'ai mentionné dans mes remarques liminaires, et Joe aussi, travailler avec les communautés autochtones est une priorité pour nous. EACL et LNC s'efforcent de tisser des liens à long terme avec les peuples autochtones, avec des protocoles d'entente, par exemple, et des réunions et des rencontres régulières, que les communautés locales et autochtones soient mobilisées de manière à ce qu'elles soient mises au courant dès que possible des activités, qu'elles aient la possibilité de contribuer. Au bout du compte, ce que nous voulons vraiment faire, c'est aller de l'avant ensemble. Et ça veut dire commencer dès le début sur l'élaboration des projets. Et je vais donner la parole à Joe qui pourra nous donner plus d'informations sur ce que les LNC en particulier font sur ce sujet. Merci, Fred. Effectivement, nous avons à retirer beaucoup de leçons au cours des dernières années. Nous avons mobilisé les communautés autochtones et il s'agit d'un travail de consultation qui est fascinant sur tous nos projets, pas seulement sur nos projets, mais sur le site dans son ensemble, pas seulement Chalk River, mais tous les sites sur lesquels nous sommes présents au Canada. Il y a des occasions et des programmes de relations avec les Autochtones qui sont une priorité pour nous. Et c'est important. Nous devons comprendre ce que pensent les gens et quelles sont leurs préoccupations. Nous devons comprendre quels sont les sentiments des populations autochtones pour ce qui est de la manière dont on utilise les terres. Et leur avis est très important et il sera d'autant plus important à l'avenir alors que nous élaborons nos projets, que ce soit le projet d'installation de gestion des déchets près de la surface ou notre site White Shell au Manitoba. Et il est important d'écouter les préoccupations, d'écouter, de ne pas seulement parler dans une seule direction sans les écouter. Et au cours des dernières années où j'ai été en poste, ce processus de consultation s'est accéléré. La communauté autochtone est très engagée, très mobilisée, et pour les LNC et EACL et les communautés autochtones,
ces dernières veulent faire partie de la solution et nous voulons les entendre pour cela parce que nous sommes tous dans le même bateau. Il est très important de consulter puisque nous parlons de relations à long terme. C'est justement ça. Nous voulons nous assurer que l'état à long terme des sites soit quelque chose sur lequel il y a une entente, un accord entre tous. Merci. Question suivante concernant l'actinium. Et nous allons commencer avec le docteur Jeff Griffin. Jeff, avant qu'on ne pose la question, est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont les thérapies alpha ciblées et le rôle que joue actinium à cet égard? Mais la question est de savoir quel est l'échéancier, justement, pour que ça arrive. Alors, pour la première partie, la thérapie alpha ciblée est basée sur l'idée que les émetteurs alpha, comme l'actinium 225, les particules alpha ont beaucoup d'énergie, mais ne se transmettent pas très bien dans les tissus humains. En fait, elles ne peuvent se déplacer que sur quelques cellules, des centièmes de millimètres. Et donc, ça veut dire que c'est beaucoup d'énergie, mais difficulté de se transporter. Et donc, si on peut trouver une manière d'introduire l'actinium dans le corps, près de la tumeur, près de la cellule cancéreuse, c'est une bonne manière de tuer le cancer. Et donc, l'actinium 225 a une demi-vie très courte de 10 jours et il y a des alphas multiples et en fait, ça peut être incorporé dans des médicaments qui peuvent ensuite être introduits dans le corps et qui vont vers des endroits spécifiques du corps où se trouvent les tumeurs. Et on a remarqué que c'était très efficace à traiter ces tumeurs dans les tests, les essais qui ont été faits jusqu'à présent. Et donc, si c'est incorporé au médicament, ça va vers la tumeur et la demi-vie est courte et donc ça veut dire que c'est éliminé facilement par le corps après que l'alpha ait fait son effet. Bon, c'est pour cela qu'on parle de thérapie alpha ciblée. Bien sûr, d'autres substances sont peut-être moins efficaces. Alors, maintenant, on veut arriver à une production à grande échelle et l'objectif, on n'a pas de date précise, mais ça serait dans les 3 prochaines années, 3-4 ans, 3-4 prochaines années qu'on arrive à la production. J'espère que cela répond à votre question. Très bien, merci Jeff. On est vraiment emballé pour ce projet. Question pour Joe. Alors, les 2 prochaines années sont très intéressantes. Qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises locales? Alors, c'est vraiment une période très emballante pour les entreprises locales et la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de valeur, non seulement à Chalk River, mais pour tout l'est de l'Ontario. Quand on regarde les projets potentiels que nous avons ou qui sont en cours, l'installation de gestion des déchets près de la surface, d'autres installations, Actinium, le parc de recherche, etc. On voit ici beaucoup de construction. Et donc, pour parler de la construction, les fournisseurs locaux peuvent participer, des sous-traitants, des entrepreneurs en construction. Et il y a également la possibilité pour les communautés autochtones de participer en tant que sous-traitants et fournisseurs locaux, participer à tous ces projets. La possibilité est très bonne. Maintenant, si je peux prendre un peu de recul ici pour ce bon, pas seulement parler de la construction, mais à l'avenir avec la thérapie alpha ciblée ou le marché des isotopes ou le site de démonstration des petits réacteurs modulaires, je considère que nous pouvons attirer des emplois
axé sur la technologie, la haute technologie. Ici, dans le comté de Renfrew en particulier et l'Est de l'Ontario, je crois qu'il y a des gens qui peuvent participer. Et quand on regarde la chaîne d'approvisionnement, on a encore des difficultés dues à la COVID, les répercussions de la COVID. Alors que nous allons travailler avec les fournisseurs et les sous-traitants, et je peux vous dire que là, encore une fois, les possibilités pour tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de soutenir la croissance du campus de Chalk River, ce sont des occasions très importantes. Et je n'exagère pas. Si l'on peut faire en sorte que ces projets aboutissent, eh bien, je crois qu'il y aura beaucoup de travail du point de vue de la construction, des chantiers, mais il y aura aussi beaucoup d'effets, de répercussions sur toute la région. Il y aura toujours de très bons résultats pour les acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans le comté de Renfrew. Merci, Joe. Christian Truder, qui est encore hors de la salle, on va demander à ce qu'il se connecte. La question, est-ce qu'il y a des leçons retirées de projets de déclassement autre part au Canada qui peuvent être appliquées en Ontario alors que l'Ontario prend des décisions sur son programme nucléaire? Réponse, oui, absolument. Alors, il y a des conférences comme la conférence de la Société nucléaire canadienne et nous travaillons également avec nos partenaires. Nous avons une entente de collaboration avec Ontario Power Generation alors qu'ils envisagent leurs activités de déclassement où nous pouvons partager les leçons apprises avec OPG. Et nous avons également participé au groupe des propriétaires CANDU. Nous avons participé, il y a un groupe de pairs de déclassement auquel nous participons, et en fait nous présidons, pour partager entre les différents propriétaires de réacteurs CANDU des leçons sur le déclassement et sur les aspects environnementaux et de permis. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut partager et je ne sais pas si ma collègue veut intervenir sur ce sujet. Oui, il y a un lien entre le déclassement et la gestion des déchets. Les deux vont de pair et il y a vraiment donc un lien très étroit. Alors qu'on élabore sa stratégie de déclassement, il faut également étudier la question des installations de gestion des déchets et comme Christian l'a mentionné, il y a beaucoup de possibilités de participer aux conversations avec les acteurs internationaux et du Canada. Alors, la prochaine question s'adresse à Fred. Est-ce que d'autres provinces au Canada s'intéressent aux petits réacteurs modulaires? La réponse est oui. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, 4 provinces, l'Alberta, l'Ontario, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick, enfin les premiers ministres de ces provinces ont signé une entente visant à collaborer à la création de PRM, car il s'agit d'une solution éventuelle à leurs problèmes énergétiques. Le Nunavut, par ailleurs, a aussi signalé son intérêt pour l'achat de PRM. Donc, au niveau provincial, partout au Canada, il y a un fort intérêt pour les petits réacteurs modulaires. Bien, merci. Alors, la prochaine question s'adresse au Dr. Jeff Griffin. Elle concerne aussi les petits réacteurs modulaires. Et la question est la suivante. Après autant d'années de soutien de CANDU et des réacteurs à grande échelle, pourquoi se concentre-t-on à présent sur des technologies de petite taille? Eh bien, il y a un intérêt. Comment dire? Les occasions offertes par ces petits réacteurs modulaires, leur concept, leur taille, la mise à l'échelle de ce concept. Je vous rappelle que ces réacteurs sont petits et modulaires, de sorte qu'on puisse les produire, si vous voulez,
en manufacture, qu'on puisse les expédier en morceaux, ce qui promet beaucoup de flexibilité, de souplesse. Alors, je pense qu'il s'agit de la raison principale pour laquelle la prochaine génération du nucléaire sera justement ces petits réacteurs modulaires, car les possibilités sont infinies et essentiellement. Quand on pense à la possibilité, on peut produire de l'énergie à l'échelle d'un réseau, d'une petite collectivité, d'un site industriel ou peut-être aussi combiné avec d'autres formes de production énergétique. Alors voilà la raison pour laquelle je pense on s'intéresse beaucoup à ces PRM. Merci. D'autres personnes veulent intervenir, n'est-ce pas? Steve, d'abord. Merci. Alors, si vous permettez, je souhaite rebondir sur ce que disait Jeff. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une réorientation de nos efforts. C'est plutôt que l'on agit dans la même veine qu'avec les CANDU. Nous avons des réacteurs CANDU qui seront exploités pendant des décennies à venir. Il nous incombe donc de préserver cette connaissance et cette technologie. Cela dit, d'autres technologies sont introduites dans le marché. Il est important pour le laboratoire national d'avoir ces connaissances et ces capacités. Et nous espérons pouvoir accélérer les technologies qui seront déployées à l'échelle du pays à l'avenir. Bien. Joe, vous avez autre chose à ajouter? Alors, merci d'avoir posé la question, Phil. Jeff et Steve ont bien expliqué la chose, mais en ce qui me concerne, il s'agit d'une question d'agilité, de souplesse et d'utilisation accrue de la technologie. Dans le passé, les réacteurs étaient très grands, très coûteux et prenaient des décennies à concevoir, construire et à exploiter. La beauté de ces petits réacteurs, c'est qu'ils peuvent être conçus pour être installés n'importe où. Le principe, c'est qu'ils sont beaucoup plus économiques, qu'ils permettent une plus grande sécurité, ils sont plus sûrs et ils sont construits en manufacture, déployés sur un site et le réacteur, une fois sa durée de vie utile est passée, peut être déplacé ailleurs. Alors, en ce qui me concerne, il y a un intérêt particulier pour les micro-réacteurs. Entre autres, je pense au réacteur Global First Power. Il s'agit de ce qu'on appelle un micro-réacteur. Ce réacteur, à lui seul, ou utilisé de concert avec d'autres corélégionnaires, pourrait être utilisé dans des collectivités éloignées. Il pourrait s'agir d'une source énergétique autonome pour créer de la chaleur, de l'énergie, de l'hydrogène. Vous auriez donc en principe un site entièrement autonome, soit pour un site minier ou une collectivité qui n'est pas raccordée à un réseau. Et globalement, normalement, ces communautés sont desservies par du mazout ou des combustibles fossiles. Donc, en ce qui me concerne, ces petits réacteurs modulaires sont plus économiques, plus souples et ont des usages beaucoup plus polyvalents. Bien, merci beaucoup. Alors, il ne nous reste plus que quelques minutes. On va essayer de répondre à 3 autres questions. Une question par panéliste. La prochaine question s'adresse à Megan. Quelle est la situation de l'expédition des combustibles de Whiteshell? Bien. Nous avons une stratégie de gestion des déchets intégrée qui est affichée en ligne, qui reconnaît que un des aspects de la stratégie vise à consolider le combustible ici à Chalk River, car la majorité du combustible irradié est ici. Donc, dans le cadre de cette stratégie, nous voulons optimiser les ressources dont nous disposons.
À Whiteshell, nous avons peu de combustible irradié, à peu près 10% de l'inventaire total que doivent gérer les laboratoires ou non de ACL. Donc, pour les combustibles dont vous parlez, nous avons transporté des matériaux nucléaires, dont des déchets, de manière sécuritaire au Canada et même envoyés aux États-Unis. Et donc, nous respectons les règles du transport de matières dangereuses. Donc, au cours des années à venir, nous allons consolider le stockage du combustible irradié ici à Chalk River jusqu'à ce que le nouveau site soit disponible dans les 50 prochaines années. Alors, deux dernières questions. La prochaine question nous provient de la part des gens de la science technologie. La question est, quelles sont ces bulles qu'on voyait dans la vidéo? Ah, il s'agit du parc d'énergie verte. Professeur Griffin, oui, bien, merci. Merci d'avoir expliqué la question. Elle m'échappait. Alors, CEDAR est notre centre d'énergie verte. L'idée étant que c'est une plateforme de démonstration pour un système énergétique à faible carbone. Et donc, les matériaux ou les caractéristiques essentielles, c'est que ce centre permettra la mise au point et l'affinement de technologies. Cela permet de mieux expliquer le rôle des laboratoires. C'est-à-dire que nous passons du concept au déploiement. Cela nous permet de faire la démonstration des technologies, de l'innovation, de l'industrie, de les affiner dans un centre, une pépinière, si vous voulez, qui nous permet d'étayer les connaissances scientifiques pour permettre des progrès réglementaires et des progrès technologiques. Alors, c'est pour des applications comme l'énergie, mais aussi la cybersécurité ou le soutien pour les petits réacteurs modulaires installés ailleurs que dans nos parcs. Alors voilà ce qu'est ce parc d'IREP. Sur ce, je vous cède la parole, Phil. Merci. Je vois qu'il est 20h27. Une dernière question. On demande en ligne, quelles sont les différences entre les nouvelles installations par rapport à ces bâtiments plus vieux qu'on commence à démanteler? Merci, Philippe. Alors, ces bâtiments sont efficaces sur le plan énergétique, durables, conçus en fonction du code du bâtiment d'aujourd'hui. Les installations actuelles sont solides, mais ils ont été construits dans les années 50-60 selon les codes du bâtiment de l'époque et les règlements depuis ont considérablement changé. Les bâtiments d'aujourd'hui sont conçus pour faire en sorte que l'on puisse exploiter nos activités pendant des décennies à venir, qu'on puisse le faire de manière sûre, sécuritaire, et ces nouveaux bâtiments sont conçus en fonction des nouvelles mesures de contrôle de la contamination qui nous permettent de limiter les éventuelles contaminations. Alors, ils sont efficients sur le plan énergétique et ils respectent les nouveaux codes du bâtiment et ils sont faits de bois. Les anciens bâtiments sont faits de laminés, ce qui est un contraste important, c'est-à-dire qu'on peut faire les choses de manière durable. Nous le savons à présent et nous cherchons à respecter cet engagement. Merci beaucoup. Voilà qui nous mène à peu près à la fin de la séance. Alors, vos remarques de clôture. Merci beaucoup. Ce fut une discussion fort intéressante. Pour conclure, permettez-moi tout simplement de dire que on l'a entendu répéter à quelques reprises, mais je souhaite insister. Nous sommes dans une véritable crise climatique et il n'y a pas de
parcours à la carboneutralité en l'absence du nucléaire. Il s'agit donc de moments emballants pour nous. Grand nombre des personnes qui participent à ce webinaire ont sans doute constaté que les médias de masse publient de plus en plus d'articles qui évoquent le rôle important joué par le secteur nucléaire pour arriver à la carboneutralité. Et les LNC sont bien placés pour assurer cette transition vers le nucléaire. Il faudra de nouvelles technologies, comme ces petits réacteurs modulaires. Il faudra des technologies existantes, comme améliorer le concept du réacteur Candu, qui est un réacteur solide depuis longtemps. Et donc, nous sommes au cœur de l'évolution des connaissances, mais aussi du développement du personnel qualifié. Je suis vraiment très emballée de pouvoir participer à tous ces efforts, de faire partie de ACL et de travailler étroitement avec Joe et son équipe au LNC pour que tout cela puisse se produire. Je suis très confiant que les LNC continueront de relever le défi de la transition à l'avenir. Fred, merci beaucoup. Et je dirais simplement, pour embrayer sur ce que disait Fred, que c'est un moment vraiment emballant. Si on avait examiné le cas du nucléaire il y a quelques années, il y avait de l'enthousiasme, mais aujourd'hui, il y a un véritable engouement pour le secteur nucléaire au service de la carboneutralité. Et donc, j'estime que nous sommes arrivés à un carrefour. Vous savez que nous sommes des laboratoires. Ainsi, c'est la raison pour laquelle les LNC sont à la base du soutien auquel doivent avoir accès OPG et d'autres exploitants. Les moments sont vraiment emballants. Et lorsque je regarde l'engouement autour de moi, non seulement de la part de nos employés sur nos sites, mais également dans les collectivités, surtout où nous exploitons nos activités, on constate une vague de soutien qui déferle sur nous. Et c'est emballant. Les gens que nous recrutons dans notre entreprise sont emballés. Il ne s'agit pas des LNC, de ACL, de Chalk River d'il y a des années. Nous sommes gonflés à bloc. Et oui, il y a encore beaucoup d'impondérables devant nous, mais je constate beaucoup d'engouement, de passion chez notre effectif qui se présente tous les jours pour faire une différence, qui se présente au travail pour faire une différence, même dans les petites choses. Ces petites choses qui, au cumul, signifient de grandes choses. Et au cumul, cela signifiera un soutien pour le traitement du cancer et la carboneutralité. Et je pense qu'on peut en être fier. Et lorsque je regarde la participation de nos gens, des collectivités locales et de nos voisins autochtones, c'est vraiment emballant. Si on examine comment les choses ont changé, comment les gens interagissent, j'estime que c'est quelque chose de vraiment inusité. Et nous avons une relation de travail vraiment positive entre les LNC et ACL. Et je crois qu'à l'avenir, nous ferons des choses brillantes. Et je me réjouis de travailler avec nos parties prenantes, nos collectivités, les communautés autochtones qui entourent tous nos sites, car je crois que les moments sont emballants et nous voulons que vous en fassiez partie. Merci. Alors, pour les 200, 300, 400 personnes qui nous ont regardés, merci de votre participation. La séance a été enregistrée et les archives seront disponibles dans un jour ou deux. Alors, surveillez notre site Internet ou les médias sociaux pour obtenir davantage d'informations. Merci encore et au revoir.